merci beaucoup, de m'avoir invité à vous parler des nouveautés thérapeutiques. Je parlerai essentiellement des nouveautés sur le plan, heu, des 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 traitements de fond et puis je voulais vous dire que j'étais heureux de revenir à Toulouse. Malheureusement, pas vraiment, physiquement, mais je suis parti de Toulouse il y a 20 ans, mais j'ai fait, tout mon externat à Toulouse et j'ai des amis, bien sûr encore, là-bas, des amis, la famille et bien sûr mon ami Pierre Cougoul, Marie-Pierre que je à qui j'envoie un petit bonjour. Donc voilà, on se connaît bien avec la famille toulousaine de la drépanocytose. Donc je vais peut-être dire des choses qui ont été déjà dites, mais je vais passer assez vite, mais c'est important pour placer le sujet. Donc vous savez bien que en haut, vous voyez, cette hémoglobine, il faut avoir un peu en tête comment ça se passe. L'hémoglobine, c'est 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta normalement, qui créent l'hémoglobine A. Donc ce qu'on appelle l'hémoglobine A, c'est en fait les chaînes bêta avec, les chaînes alpha. Dans la drépanocytose, comme vous savez, la chaîne bêta, il y a une mutation ponctuelle qui fait que la chaîne bêta va s'appeler chaîne S et donc les sujets AS, ne sont pas malades, ils sont, juste, ils transmettent la maladie mais ils ne sont pas malades, ça c'est très important à garder en tête et les sujets malades les plus, sévères et qui correspondent à 70 des drépanocytaires en France environ, c'est les SS qui sont, en bas où les 2 chaînes sont, modifiées. Donc, comme vous le savez, ça donne des complications aiguës, la crise vaso-occlusive, les syndromes thoraciques aigus, et chez l'enfant, d'autres complications. Et puis à droite, toutes les complications chroniques qui sont le fait de cette hémoglobine S qui va vriller les globules rouges et se mettre dans des tout petites vénules, des tout petits capillaires dans tous ces organes et qui peut, à la longue, créer des complications. Donc, notre but avec un traitement de fond, ça va être d'éviter ou de réduire les complications aiguës et puis aussi, si possible, éviter toutes ces complications chroniques qu'on a à droite pour éviter qu'à 40 ans, un patient drépanocytaire, ait une insuffisance rénale, parfois même, de la dialyse et cetera. Alors, pourquoi j'ai insisté sur les types de drépanocytose? C'est que en fait, bon, les traitements de fond s'appliquent essentiellement aux SS ou S-bêta 0 thalassémiques. S-bêta 0, c'est l'autre chaîne qui devrait être bêta, et bien qui n'existe pas, qui est pas produite. Donc en fait, il n'y a que l'autre chaîne S qui marche. Bon, mais on a d'autres, maladies, notamment les SC, peut-être autour de la table, il y a certains SC, c'est, 25 à peu près des patients et ils ont moins d'anémie, et ils font souvent moins de complications aiguës et même chroniques. Donc on parlera, vous verrez surtout dans les besoins, chroniques, surtout des SS, S-bêta 0. Donc quels sont les besoins actuellement pour nos malades sur les thérapeutiques? Heu, et bien, on a besoin de traitements de fond supplémentaires, peut-être soit plus efficaces, soit additifs à d'autres traitements de fond quand ils ne sont pas suffisants, mais il y a heureusement déjà des traitements de fond, efficaces et suffisants pour un grand nombre de malades. On a besoin de traitements, plus efficaces de la crise, qui ne soient pas, heu, tournés uniquement vers, des traitements antalgiques, forts parce que malheureusement tous ces traitements antalgiques créent de l'addiction et donc on a besoin à la fois de peut-être de meilleurs traitements antalgiques que la morphine, que le méopa, que ce dont vous avez parlé déjà, cet après-midi. Heu et on a aussi probablement besoin d'autres, modes de thérapeutique, mais pour l'instant, malheureusement, c'est le parent pauvre de la recherche, ou en tout cas, toutes les nouveautés sur les traitements de la crise sont assez décevantes, mais je pense que c'est un point essentiel parce que on l'a vu, c'est quand même la problématique de nos patients, ces crises. Et puis, il y a aussi l'espoir des traitements curatifs. Alors c'est plus qu'un espoir, c'est la réalité, d'aujourd'hui et c'est, ce dont vous parlera, tout à l'heure, Corinne Pondaré, la greffe de moelle. Alors déjà, maintenant je vais vous parler essentiellement des progrès thérapeutiques qui sont sur les traitements de fond.
Déjà, c'est quel traitement pour quel malade? Parce que finalement, tous les drépanocytaires ne se ressemblent pas tous et vous voyez ce schéma avec finalement des drépanocytaires, y compris SS, qui sont très peu symptomatiques. Ils font une crise tous les 5 ans. Est-ce qu'il faut absolument leur donner un médicament tous les jours à ces patients-là? Probablement pas. Et puis malheureusement, à droite, vous avez, ces patients, qui font beaucoup de crises, qui arrivent aux urgences, 3, 4, 5 fois par an, qui sont hospitalisés, qui font des syndromes thoraciques aigus, ce qu'on appelle STA, des accidents vasculaires cérébraux, AVC. Donc tout ça, ce sont des formes, sévères. Alors, si pour tout le monde, dans la drépanocytose, notamment SS, il y a besoin d'acide folique, c'est la spéciafoldine, de bien s'hydrater, de suivre un carnet vaccinal très pointu et renouvelé. Les traitements de fond, par contre, pour essayer de diminuer ces crises récurrentes, ne sont pas les mêmes, ne sont pas adaptés pour tout le monde. En fait, on va parler de traitements de fond essentiellement pour les SS ou S-bêta zérothalassémiques. Et dans ces traitements de fond, il y a l'hydroxyurée dont vous avez parlé, je parlerai assez vite. Le crizanlizumab dont on va parler parce que c'est une des nouveautés thérapeutiques qui va arriver assez rapidement en France. Les échanges transfusionnels, on vient d'en parler, c'est une très bonne thérapeutique. En changeant le sang, eh bien, on évite les crises. Le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'on est limité par la possibilité de saigner les patients, de les perfuser toutes les 3, 4 semaines, avec chaque fois des temps qui sont assez longs de ces échanges transfusionnels. Et puis parfois, certains patients vont s'alloimmuniser et on ne pourra plus les transfuser. Et puis, bien sûr, derrière, il y a, pour ces patients graves, l'allogreffe quand c'est possible et de plus en plus de possibilités sont offertes, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Alors, je préfère parler enfin, vous présenter un topo qui va vous donner à peu près les cibles thérapeutiques que l'on veut, cibler, pas c'est un pléonasme, pour essayer de mieux traiter la drépanocytose. Alors, la première cible thérapeutique, et ça, on l'a en tête depuis très longtemps, depuis 20-30 ans, tout le monde essaie de cibler ça, c'est de réactiver l'hémoglobine fœtale. Alors, c'est quoi cette histoire? Quand vous êtes dans le fœtus de votre maman, que vous êtes un fœtus dans le ventre de votre maman, heu, vous n'avez pas la chaîne bêta ou dans la drépanocytose, la chaîne S. Donc la chaîne bêta S ou S quand il y a une mutation, elle est à droite en haut. Vous produisez le gène qui est activé, il est juste à côté et c'est les chaînes gamma, 2 alpha avec 2 gamma, ça fait l'hémoglobine fœtale. Et puis, malheureusement pour les drépanocytaires, cette chaîne gamma, quand vous naissez, elle est complètement réprimée. Le gène, il est réprimé ici et c'est celui qui est à côté, le gène bêta, qui va donner l'hémoglobine A pour en fait hémoglobine adulte. Mais vous voyez qu'en fait, à 1 an ou 18 mois, vous avez pratiquement que de l'hémoglobine A dans votre sang quand vous n'avez pas la drépanocytose. Quand vous avez la drépanocytose, vous avez ce qu'on appelle l'hémoglobine S, comme on a vu tout à l'heure. Mais finalement, le gène de l'hémoglobine fœtale, qui a une très bonne hémoglobine, il est toujours là et il est actif puisqu'il a été actif dans la vie fœtale. Donc tout le monde s'est dit on pourrait essayer de trouver des moyens pour essayer de réactiver. Et un des moyens pour réactiver cette hémoglobine fœtale, c'est l'hydroxyurée. Et l'hydroxyurée qu'on appelle hydréa enfin il y a 2 formes, hydréa ou cyclose, cette hydroxyurée, elle a été découverte un peu par hasard dans les années 80. On l'utilisait déjà depuis 20 ans, donc c'est un vieux médicament. Depuis les années 60, on l'utilise en médecine, mais dans les années 80, on s'est rendu compte que ça faisait monter l'hémoglobine fœtale. On ne savait pas très bien pourquoi dans la drépanocytose et on ne sait toujours pas très bien comment ça marche pour monter l'hémoglobine fœtale, mais du coup, on s'est dit: ça pourrait être un traitement intéressant dans la drépanocytose. Et effectivement, en 95 a été publié ce premier article important chez les adultes drépanocytaires qui montrait que quand les adultes drépanocytaires prennent l'hydroxyurée, qui était l'hydréa à l'époque, de façon continue, eh bien, dans l'année qui suit, par rapport à des adultes drépanocytaires qui avaient du placebo, c'est-à-dire on leur donnait des capsules où il n'y avait pas de substance active, eh bien, vous voyez
ça diminue de 60% le nombre d'hospitalisations pour crise vaso-occlusive, ça diminue de 50% le nombre de syndromes thoraciques aigus. Donc, c'est un effet quand même extrêmement important. Après, ça a été démontré également chez l'enfant. Donc, c'est un excellent médicament qui joue, vous voyez, en montant cette hémoglobine fœtale, puisqu'en moyenne, c'est ce qui est marqué en bas, vous passez, un drépanocytaire passe de 4 à 15% d'hémoglobine fœtale. Donc, vous arrivez à faire une bonne hémoglobine qui va stabiliser le globule rouge et éviter ces crises vaso-occlusives. Donc, ce qu'on pensait intuitivement, eh ben, un médicament l'a fait et ça marche, ça diminue les crises vaso-occlusives. Donc, c'est ce que vous connaissez, l'hydroxyurée, le cyclose, c'est un très bon médicament parce qu'il joue sur cette augmentation de l'hémoglobine fœtale, mais il joue sur d'autres mécanismes dont on va voir, l'hyperadhérence, vous allez voir ce dont je vous parlais, mais ça, c'est assez extraordinaire, l'hydréa ou le cyclose, parce qu'il agit sur plein d'événements physiopathologiques. Bon, l'hémoglobine fœtale, on l'a vu, mais tous les autres dont je vais vous parler, pratiquement, ça fait baisser le globule blanc, etc., qui ont un impact dans la drépanocytose. Donc, je pense qu'on aura du mal à faire beaucoup mieux que ce médicament. C'est vraiment le couteau suisse. Maintenant, ça ne marche pas pour tous les malades, ça ne marche pas à 100%, puisque je vous avais dit, ça réduit de 20% le nombre de crises, donc on passe de 2,4 à 1, mais bon, ça reste une crise vaso-occlusive hospitalisée dans l'année, donc ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y en ait plus du tout. Donc il y a des patients qui répondent très bien, qui font plus jamais de crise, et puis malheureusement, comme toujours en médecine, il y a ceux qui répondent pas très bien ou qui n'arrivent pas à bien prendre ce médicament. Alors, dans les autres idées, on s'est dit, bon, pour réactiver les hémoglobines fœtales, il faudrait comprendre pourquoi ces chaînes gamma, je reviens dessus, là, sont réprimées quand le bébé naît, pourquoi on a ces chaînes gamma réprimées chez tout être humain. Eh bien, heureusement, la science fait des progrès. On a compris tout ce qu'il y a au-dessus, là, c'est des protéines, des molécules qui vont inhiber ces chaînes gamma. Et donc, il y a plein d'idées de se dire, eh bien, pour essayer de réactiver, on va essayer de bloquer les gènes qui codent par exemple pour BCL11A, qui est en haut où il y a la flèche. On va essayer de couper ce gène et ça devrait réexprimer les chaînes gamma. C'est ce qu'on appelle de la thérapie génique par gene disruption. Donc, c'est une technique qui a été imaginée, essayée chez la souris drépanocytaire, et ça avait l'air de marcher. Donc, ça a été testé chez l'homme avec une technique qui s'appelle CRISPR-Cas9, dont vous avez peut-être entendu parler parce que la dernière prix Nobel de médecine est française et a découvert cette technique. Et c'est des ciseaux moléculaires qui vont permettre d'aller dans les gènes et non pas remplacer, pas toucher à la chaîne bêta malade dans la drépanocytose, mais vous voyez, faire quelque chose de plus simple, à la limite, c'est de couper cette protéine BCL11A qui réprime les chaînes gamma. Et ça marche, puisque la patiente qui a été traitée aux États-Unis en juillet 2019 a effectivement augmenté son hémoglobine fœtale jusqu'à 50% à peu près, et va mieux, fait moins de crises ou fait plus de crises. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, et je reviendrai tout à la fin, c'est que c'est de la thérapie génique. On prend les cellules du malade, on va injecter ce ciseau moléculaire, on les réinjecte ensuite, et pour réinjecter, je le redirai à la fin, il faut faire de la place dans la moelle et il faut faire une chimiothérapie. Donc, c'est important à comprendre que la thérapie génique, c'est pas, c'est une autogreffe de moelle et ça nécessite une chimiothérapie qui elle-même peut avoir ses effets secondaires. Donc, pensez pas que la thérapie génique, c'est juste on modifie votre gène et puis on vous l'injecte et c'est pas que ça. Il y a aussi une chimiothérapie avec les conséquences négatives que ça peut avoir. Mais en tout cas, c'est vraiment un des espoirs thérapeutiques dans la drépanocytose. Et comme vous le voyez ici, je crois qu'il y a 2 autres patients qui ont été traités comme ça aux États-Unis. Donc, c'est une des pistes de thérapie génique pour améliorer la drépanocytose. Alors, on sort de l'hémoglobine F. Donc là, vous avez compris que c'est avec vos propres gènes, on fait réactiver quelque chose qui était inhibé et c'est presque, je dirais, naturel. Vous refaites une hémoglobine, des chaînes gamma qui, avec les alphas, vont former de l'hémoglobine fœtale. Pour éviter dans le globule rouge que l'hémoglobine S
polymérise et vrille le globule rouge. Là, on s'est dit, c'est un nouveau concept, c'est de se dire, on va éviter la falciformation, c'est-à-dire que cette polymérisation, c'est-à-dire que le globule rouge se vrille autour de ces chaînes d'hémoglobine S. Et pour ça, il y a un laboratoire qui a inventé une petite molécule qui rentre dans le globule rouge, qui se met avec les chaînes d'hémoglobine S et qui stabilise parce qu'ils apportent plus d'oxygène. Ça stabilise ces chaînes d'hémoglobine S et ça évite la polymérisation. Donc on se dit, si ça évite au globule rouge d'exploser, de polymériser, déjà ça va faire que le globule rouge il va vivre beaucoup plus longtemps, ça va régler le problème, enfin ça va améliorer normalement l'anémie et puis surtout si ça explose pas comme ça et si ça se déforme moins, ça devrait peut-être améliorer les crises. Dans le type de médicament qui a été alors on va en avoir d'autres. Il y a un essai, ce qu'on appelle de phase 3, qui va débuter avec un autre médicament qui est un agonisme de la pyruvate kinase aussi pour essayer de stabiliser d'apporter plus d'oxygène aux fibres d'hémoglobine S pour qu'elles évitent de polymériser, de vriller le globule rouge. Et puis il y a un autre médicament qui est dans cet esprit, c'est la L-glutamine, qui est un acide aminé qui est un antioxydant et qui semblerait stabiliser aussi les globules rouges. Alors, je ne vous parlerai pas de la glutamine parce qu'elle n'a pas eu l'autorisation. Il y a une étude intéressante qui a semblé montrer la diminution de crise chez des patients chez qui on avait traité la glutamine par rapport au placebo. C'est une étude qui a été décriée et sur laquelle je trouve qu'il y a trop de biais pour être très rassuré sur l'efficacité de ce médicament, dont j'en parlerai pas parce que de toute façon, il n'y a pas eu l'autorisation de mise sur le marché en Europe et donc on ne l'aura pas en Europe. Donc je vais vous parler du Voxelotor. C'est une étude du coup qu'on appelle toujours de phase 3, c'est avant la commercialisation, il faut que ça démontre son efficacité et eux ils avaient choisi comme critère d'efficacité que ça augmente l'hémoglobine. Et on voit qu'il y a 2 doses de Voxelotor qui ont été étudiées, les courbes en vert et bleu par rapport au rouge qui était le placebo, donc c'était des patients qui n'avaient pas de produit actif, et on voit clairement que, et très rapidement, ça fait monter l'hémoglobine avec la dose la plus forte de 1500 mg par jour, ça se prend par voie orale, et bien on gagne très rapidement 1 gramme à 2 grammes d'hémoglobine. Si vous voulez voir, l'étude normalement était prévue, les patients prenaient ce médicament contre placebo pendant 1 an. Là, on a les résultats à 6 mois sur les crises vaso-occlusives. C'est assez décevant, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas de différence significative par rapport au placebo. Troisième axe de traitement, c'est de se dire, bon, dans la drépanocytose, vous voyez le globule rouge drépanocytaire, il exprime des molécules, ce qu'on appelle l'adhérence, c'est-à-dire c'est comme de la colle, et en bas, c'est les cellules endothéliales, c'est le vaisseau en fait. Et sur le vaisseau est activé d'autres molécules de colle. Et donc là, vous avez de la colle des deux côtés, et on sait exactement quelles sont ces molécules qui collent. Donc, comme vous pouvez imaginer, on va essayer de trouver un moyen, des médicaments qui pourraient le bloquer. Et puis, non seulement le globule rouge il colle au vaisseau, mais les globules blancs, les leucocytes, les polynucléaires qu'on appelle aussi collent au vaisseau. Et derrière les petits ronds que vous voyez, c'est les plaquettes. Et les plaquettes aussi, c'est ceux qui, quand on se taille et qu'on saigne, c'est ça qui arrête le saignement. Et donc ces plaquettes, elles sont activées, elles collent aussi à tout ça. Et donc on s'est dit, on a des médicaments depuis très longtemps qui empêchent l'agrégation des plaquettes, c'est notamment le cas de l'aspirine. Et puis, en cardiologie, il y a des médicaments nouveaux qui sont arrivés, notamment, vous voyez ici, Prasugrel, Ticagrelor, Apixaban, qui est un anticoagulant. Et il était assez logique de se dire, est-ce que ça pourrait pas être efficace dans la drépanocytose? J'y crois assez peu. Pour l'instant, pas mal d'études, notamment avec des antiagrégants qui sont arrivés en phase 3, sont négatives. Il y a encore des phases 3 dont on n'a pas les résultats, mais je ne pense pas que ça soit un axe thérapeutique très évident dans la drépanocytose. Par contre, si on est au besoin de mettre un anticoagulant
chez un patient qui en a besoin pour X raisons, bon, en tout cas, il y a de l'idée qu'on pourrait se dire que sur les crises, sur les complications chroniques, pourquoi pas, puisqu'il y a même des études en cours. Mais enfin, je ne suis pas sûr que ce soit ces médicaments qui gagnent la partie. Sur l'hyperadhérence dont je viens de vous parler, eh bien, il y a cette hyperadhérence des leucocytes aux cellules endothéliales. Et là, il y a des sélectines qui sont intéressantes, et notamment P-sélectine, parce qu'il y a un médicament, un anticorps monoclonal, c'est un anticorps qui va bloquer cette molécule qu'a développé un laboratoire acheté ensuite par Novartis, ça s'appelle le crizanlizumab, et il y a un autre traitement qui bloque d'autres types de sélectines, qui est le Revipancel, qui a été développé par Pfizer. Et Pfizer a fait une étude qui, moi, je trouve est bien, parce qu'on a très peu d'études en crise, et les gens se sont dit, bah, si on veut déboucher tout ça en crise, on pourrait utiliser ces médicaments. Et donc, il y a Pfizer qui a fait cette étude. Malheureusement, elle est négative contre placebo, donc ça n'a pas l'air de marcher en crise. Et je vais vous parler maintenant du crizanlizumab, qui lui n'a jamais été utilisé en crise, il est en traitement de fond. Et donc, il y a cette étude là qu'on appelle phase 2, mais qui était bien faite parce qu'elle était contre placebo. Ils ont utilisé 2 doses de crizanlizumab comparées au placebo. Et la dose la plus forte, qui est de 5 mg kilo, c'est la courbe en orangé par rapport au placebo, qui est en vert. Et ce que vous voyez en haut, par exemple, c'est le temps jusqu'à la première crise. Donc plus la courbe est basse, c'est-à-dire moins vous allez avoir de risque, d'avoir une première crise après le début du traitement. Pour faire simple, regardez plutôt au milieu. Ce que j'ai marqué en jaune, c'est que les patients qui n'avaient jamais eu d'hydroxyurée, ou qui ne prenaient pas d'hydroxyurée pour X raisons, eh bien, ils diminuent le risque de crise sur un an de 50%. Je vous rappelle que chez des patients adultes, tout ça c'était des patients adultes, chez les patients adultes, dans la première étude sur l'hydroxyurée, on baissait de 60%. Donc ça ne fait pas mieux que l'hydroxyurée quand on n'en a jamais eu. Mais enfin, ça diminue de 50%. Et chez des patients qui prennent de l'hydroxyurée et qui faisaient quand même 2 ou 3 crises, là, il fallait qu'ils aient fait au moins 2-3 crises hospitalisées l'année précédente, eh bien, ça baisse de 32% le nombre de crises. Donc, c'est intéressant. Et c'est tellement intéressant que grâce à cette phase 2, ils ont eu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est utilisé comme traitement de fond. Je vous dirai après un peu les problèmes que ça pose quand même. Et ils ont fait une étude internationale de phase 3 pour confirmer, donc une étude confirmatoire, qui teste le placebo toujours à le médicament qui avait marché à 5 mg kilo, et ils testent une dose un peu plus forte de 7,5, en se disant bah, peut-être ça va être encore plus efficace. Donc voilà ce protocole qui est en cours. 3 centres en France, dont notre centre de l'hôpital Pompidou. On a randomisé depuis un an 8 patients, et au total en France, 15 patients sont dans cette étude qui s'appelle STAND. Alors, vous avez vu donc les nouveautés dans le traitement de fond, c'est crizanlizumab, dont le nom commercial est Adakveo. Je ne vous ai pas dit, c'est pas un traitement par la bouche, c'est un traitement par injection. Donc une injection tous les 15 jours le premier mois, puis tous les mois. Donc il faut quand même avoir des voies veineuses qui permettent. Ça dure une demi-heure, 1 heure l'injection. Ça a l'air pas trop mal toléré à notre expérience, et surtout à l'expérience américaine. De temps en temps, il y a des douleurs, visiblement lors de l'injection, des douleurs dans le bassin. Alors actuellement, il y a une ATU de cohorte en France. Ils ont eu l'autorisation européenne, et il n'est pas impossible qu'il y ait une autorisation française qui arrive courant de l'année 2021, alors que l'étude de confirmatoire n'est pas terminée. Mais on a tellement peu de médicaments d'appoint, enfin de supplémentaires dans la drépanocytose, que c'est jugé par les autorités comme suffisamment important pour l'autoriser. Le voxelotor, c'est par la bouche. Je pense que c'est à réserver aux gens, aux patients qui sont très anémiques, puisqu'on voit que ça fait monter l'hémoglobine. Malheureusement, c'est probablement pas très adapté à des patients qui font beaucoup de crises, même si on a l'impression, dans notre centre, on a inclus des patients dans cette étude. Il y a clairement un patient qui s'est amélioré même sur les crises. Donc,
peut-être pas à jeter non plus complètement pour les crises, mais on attend, des données plus robustes là-dessus. Un des problèmes quand même importants de ces médicaments, c'est que c'est très cher. C'est très cher, donc l'hydroxyurée, ça vaut pas grand-chose. Là, vous êtes à 100 à 120 000 $ par an et par patient. Donc il va y avoir toute une bataille des prix avec le gouvernement français, parce qu'en France, aux États-Unis, c'est les patients qui payent ou leur assurance privée. Et s'ils peuvent pas payer, ben, ils peuvent pas avoir le médicament. En France, c'est différent. Et donc, on ne sait pas très bien comment va être remboursé ce médicament, mais ça ce seront pas des médicaments pour tous les patients, c'est pas possible. Alors, l'air curatif chez l'adulte, je ne vais pas vraiment en parler, mais je vais aller vite sur la thérapie génique dont j'ai dit déjà un mot, parce que l'air curatif, c'est la greffe de moelle, et ça, c'est le topo de tout à l'heure, donc je vais passer tout de suite. Pour vous dire, le problème, c'est que la greffe de moelle, il faut avoir un donneur. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas un donneur qui est 100% identique? Il y a la possibilité de faire des greffes à moitié identiques, qu'on appelle haploïdentiques, avec un frère, une sœur, voire même avec ses parents, un de ses parents. Mais ça, Corinne vous en parlera peut-être, vous en dira un mot. Moi, je voulais aborder, quand il n'y a pas un donneur 100% compatible, la possibilité de thérapie génique. Donc, je vais aller vite à la thérapie génique parce que je n'étais pas sûr que Corinne vous en parlerait. La thérapie génique, on ne sait pas très bien encore si c'est une thérapeutique curative. Ça a l'air de marcher, pas dans tous les cas. Et c'est, pour l'instant, on peut considérer que c'est un traitement de fond qui a l'air très bon, puisque ça diminue considérablement le nombre de crises, qui était le but. Et vous allez voir pourquoi c'est pas curatif. D'abord, il faut comprendre que pour faire une thérapie génique, alors là, avec une autre méthode qui est le gene editing, et c'est celle dont vous avez entendu parler en France, parce que c'est le premier patient drépanocytaire qui a eu de la thérapie génique, c'est en France, à l'hôpital Necker. C'était un enfant de 12 ans. Et qu'est-ce qu'il a eu, ce patient? D'abord, on a mobilisé ces cellules souches, on a injecté un produit pour que ces cellules souches sortent, on les a récupérées au laboratoire, on a mis un virus qui a mis dans ces cellules souches un gène qui s'est inséré n'importe où, qui va fabriquer une hémoglobine A, une hémoglobine normale. C'est un gène un peu particulier. Alors, pour le réinjecter, c'est au milieu. On ne peut pas le réinjecter comme ça. Il faut faire de la place, il faut dégager la moelle du patient. Et pour dégager la moelle du patient, il faut faire ce qu'on appelle le busulfan. C'est un médicament qui est toxique et qui peut très fortement diminuer la fertilité, notamment chez l'homme et chez la femme. Donc, c'est un médicament voilà, qui a ses effets secondaires, mais qui permet donc de faire la place pour la moelle. On réinjecte une poche qui ressemble à une poche de sang avec ces cellules qui vont aller dans la moelle et qui vont repartir et qui vont produire ce gène modifié d'hémoglobine A. Et est-ce que ça marche? Ben oui, vous le voyez sur ce graphique. En fait, l'hémoglobine A que vous voyez en bleu, c'était de l'hémoglobine transfusée parce que c'était un enfant de 13 ans qui était transfusé régulièrement. Donc, elle baisse. Donc, au bout de 6 mois, le patient n'est plus transfusé. Et ce qui monte, c'est évidemment l'hémoglobine S du patient qui était très très bas, remonte et arrive à 49%. Et l'hémoglobine A que vous voyez marqué T87Q, et bien cette hémoglobine, c'est l'hémoglobine produite par thérapie génique, maintenant par les cellules du patient en lui-même qui ont été modifiées. Il arrive à produire cela. Mais vous voyez qu'il arrive à produire cette nouvelle hémoglobine, mais malheureusement, il n'arrive pas complètement à écraser l'hémoglobine S. Donc, il se retrouve avec un mélange des deux, comme finalement chez des patients qu'on transfuse régulièrement, qui font plus de crise et pour lesquels ils ont en permanence 30-40% d'hémoglobine S. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est peut-être pas une thérapeutique curatif, d'autant plus que ce chiffre de 50% d'hémoglobine de thérapie génique était assez exceptionnel. Il y a d'autres patients qui ont été traités comme ça, qui ont eu des chiffres moins importants. Mais c'est un vrai espoir parce que peut-être aussi que ça va s'améliorer, qu'il va passer progressivement à 60-70% et qu'il va finir par dégager son hémoglobine S. Pour l'instant, on ne le sait pas. Et en tout cas, cette preuve de concept montre que c'est un nouveau traitement de fond qui permet de plus avoir d'autres traitements. Mais est-ce que ça va complètement guérir la maladie? On n'en sait pas, on ne le sait pas, alors que
la greffe de moelle le permet. Donc il y a eu maintenant une douzaine de patients traités comme ça, et notamment aux États-Unis. Donc ça fait plus de patients que ce premier. Vous voyez cette nouvelle hémoglobine au fur et à mesure des mois augmente quand même, et ils arrivent à presque 50% d'efficacité. Donc c'est assez intéressant. Mais vous voyez qu'en rouge, il reste de l'AS, en vert, il reste de l'AS. Voilà, j'en finirai là pour qu'on puisse discuter. Les besoins pour nos malades, c'est les traitements de fond. L'hydroxyurée est incontournable. On est content d'avoir 2 qui arrivent, crizanlizumab plutôt pour diminuer les crises, voxelotor, on verra sur les crises, mais peut-être intéressant chez les patients très anémiques pour éviter les transfusés. Le traitement de la crise, c'est malheureusement le parent pauvre des nouveautés. Et puis les traitements curatifs, là, ça bouge beaucoup entre l'allogreffe et la thérapie génique. Je voudrais remercier toute notre équipe de Pompidou qui sont mélangés ici entre patients et soignants, infirmières et médecins. Et puis faire un petit peu de pub pour DrepAfrique, qui est une ONG qu'on a créée avec l'ancien sénateur Robert Hue. Je vous invite à adhérer pour 10 euros, je crois, l'adhésion. Et le but, c'est de faire sortir la drépanocytose de l'oubli en Afrique, et de permettre 2 choses: formation, meilleure formation des personnels médicaux, paramédicaux en Afrique, dans tous les pays d'Afrique et notamment francophones. Et deuxièmement, l'accès en Afrique de l'hydroxyurée, qui est vous l'avez vu, un vieux médicament qui est extrêmement efficace dans la drépanocytose, et qu'il faut qu'on puisse avoir gratuitement pour nos amis africains qui malheureusement là-bas meurent beaucoup de cette maladie de la drépanocytose. Et c'est là-bas, en Afrique, qu'il y a le plus de drépanocytaires. Il y a 15 millions de drépanocytaires à peu près en Afrique. Je vous remercie, et je suis à l'écoute de vos questions.